Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Lundi 12h30, l'heure de retrouver la tribune des décideurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas Dufourcq, le nouveau patron de la nouvelle banque publique d'investissement, la fameuse BPI. Bonjour Monsieur Dufourcq. Bonjour. Nous allons vous interroger grâce aux questions des internautes, également en compagnie d'Éric Walter, le directeur de la rédaction de la Tribune, présent à nos côtés pour cette émission. Vous pouvez bien sûr sur le site de la tribune.fr ou celui de décideurtv.com poser toutes vos questions en direct pendant l'émission dans la partie chat réservée à cet effet. Monsieur Dufourcq, vous avez 50 ans, vous êtes donc depuis le début de l'année le nouveau patron de cette BPI, Banque publique d'investissement, HEC, ENA, Inspection des finances, 10 ans chez France Télécom où vous avez notamment dirigé Wanadoo, 10 ans ensuite chez Capgemini où vous avez notamment piloté les finances du groupe. Vous êtes adepte des plans décennaux, vous voyez 10 ans à la tête de la BPI? Peut-être, oui. Ce serait un bon chiffre. Je suis plutôt du genre laboureur, en effet. Bon, donc vous inscrivez dans la durée. On va commencer par les questions, c'est le principe de cette émission, des internautes, elles sont nombreuses. Pipolino est assez direct. Pourquoi avoir créé une nouvelle banque d'État? Pourquoi avoir payé aussi cher l'enseigne? Pourquoi payer un loyer de 6 millions d'euros par an, plus les frais d'entretien et de fonctionnement? Bon, c'est une question qui revient, ça, c'est toujours la justification des deniers publics. Quelle est la raison fondamentale? Oh, ça s'appelle la vie, ça. Ce monsieur ne doit pas beaucoup investir dans sa vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a 4 entreprises qu'on a décidé de fusionner. On crée BPI France avec ces 4 entreprises qui sont Oseo, FSI Région, FSI et CDC Entreprises. Dans la vie des affaires, on fait ça tous les jours. Et c'est comme ça qu'on crée des ensembles qui révèlent d'ailleurs leur puissance, qui se mettent à rayonner. Voilà. Et donc pour ça, il faut changer de locaux, pour rassembler toutes les équipes sur un seul endroit, de manière à ce qu'elles puissent se parler, et à tout moment, à la cantine en particulier, voilà, dans un seul bâtiment qui sera à Richelieu-Drouot, et dans lequel les équipes ont déménagé d'ailleurs cette semaine pour, dans l'ensemble, leur plus grand ravissement, parce que c'est un changement complet de leur expérience professionnelle. Et puis, quand vous créez un nouvel ensemble qui, là aussi, révèle son identité, vous lui donnez un nom. Et si vous lui donnez un nom, vous lui donnez une couleur. Ça s'appelle un logo. Et donc, vous passez un appel. C'est une vraie création d'entreprise, en fait. C'est une création d'entreprise. D'ailleurs, vous avez le statut d'entreprise, de banque, en fait. Nous sommes une compagnie financière qui possède 2 filiales, dont l'une est une banque. Mais il y a eu un petit sujet quand même, pour écarter quand même les sujets qui fâchent, parlons-en, sur à la fois l'endroit un peu prestigieux, la taille des locaux, le prix des locaux. Donc même votre vice-président Ségolène Royal s'en était ému et tout ça, je crois, est oublié, ou en tout cas a donné lieu à quelques explications. Quand même, est-ce qu'il n'y a pas un tout petit sujet sur le fast, même si vous avez raison, il faut à un moment quand on crée une boîte... Non, il n'y a aucun sujet. Il y a zéro fast. Je m'inscris totalement en faux contre cette idée-là. Il n'y a pas de problème de locaux prestigieux. Nous ne sommes pas dans un quartier qui serait le Triangle d'Or. Nous sommes dans le quartier de Richelieu-Drouot. Nous sommes par parenthèse, cher ami, dans le quartier de la presse. Tous les organes de presse sont là. Et oui, chez Décideur TV. Nous sommes dans l'immeuble. C'est pas essentiel pour vous d'être près des organes de presse. Non, enfin je vous renvoie la balle, s'il vous plaît. Et donc à côté de la Tribune, à côté des Échos, à côté du Canard enchaîné, nous sommes dans l'immeuble dans lequel il y a Reuters, nous sommes en face de l'AFP, il n'y a aucun problème. Nous avons procédé à l'occasion de ce transfert des effectifs au passage aux paysagers. Donc nous sommes à 80% paysagers alors que tous les salariés avaient jusqu'ici leur bureau. Combien de donc personnes? Je leur impose, nous sommes 400 personnes. 400 personnes sur 3 plateaux qui sont à l'endroit que j'ai indiqué. Et encore une fois, la banque est gérée de manière extraordinairement frugale. Et cette opération permet de faire des économies par rapport au loyer que nous faisions auparavant. Un mot sur le rassemblement aussi des différentes entités qui préexistaient à la BPI. Il y a aussi une question fondamentale. On est dans un âge de plus en plus atomisé, de plus en plus disséminé, moins centralisé. Est-ce que ça fait sens d'avoir un gros paquebot qui centralise tous ces services ? C'est pas du tout un paquebot, c'est une corvette. C'est une entreprise qui a un petit peu plus de 2000 salariés. Donc c'est une ETI, vous voyez, une entreprise de taille intermédiaire du monde de la banque, qui est très décentralisée puisque plus de la moitié des effectifs sont répartis sur 42 implantations territoriales. Il n'y a à Maison Alfort au siège que les fonctions qui sont des fonctions support ou le back-office bancaire. Tout le reste, y compris d'ailleurs les locaux parisiens dont on parlait aujourd'hui, à l'instant, sont ceux qui sont au contact du client.
au front client. Voilà. C'est une entreprise qui est très client-centrique. Elle l'a toujours été et elle le sera de plus en plus parce que c'est ma culture. Encore une fois, en rassemblant les différents métiers d'art de la finance des PME sous une seule ombrelle qui est l'ombrelle de BPI France, on révèle l'efficacité d'un dispositif et puis surtout, on va faire en sorte que pour le client final, ça soit à peu près sans couture. Alors qu'avant, c'était pas des coutures, c'était des crevasses entre ces 4 entreprises. Mais on peut révéler aussi, quand on rassemble des entreprises, des doublons ou disons des incompatibilités. Est-ce que vous avez été confronté à ça? Oui, vous avez tout à fait raison de le dire. Normalement, il y a ce qu'on appelle des synergies de coûts qui conduisent à des réductions d'effectifs. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas. Il y en a eu un tout petit peu dans les fonctions de communication. Mais pour le reste, on est sur des métiers qui s'emboîtent totalement. C'est-à-dire que ce que Oseo faisait, FSI Région, CDC Entreprises ne le faisait pas du tout. Voilà. Et donc, on est additif. Alors, bon, dans les fonctions support, il y aurait pu avoir des synergies de coûts. En réalité, il n'y en a pas beaucoup parce que ces 3 entreprises ou ces 4 entreprises étaient gérées elles-mêmes de manière honnêtement très frugale. Pour quelqu'un comme moi qui a été pendant 9 ans le coupeur de coûts de Capgemini, je peux le dire. Alors, vous le dites, 2000 personnes, une corvette, oui. Et en même temps, énormément de sujets. On vous voit un peu partout sur un fonds sur le Made in France, un fonds sur le capital risque avec Lagardère, entre autres. Oui. On vous voit sur l'export, on vous voit dans les régions, on vous voit un petit peu partout. Est-ce que, finalement, vous avez aussi cette taille critique pour embrasser autant de sujets ? Je pense que oui, tout est fondé sur un principe d'effet de levier. Donc on a une activité fonds de fonds dans laquelle on injecte chaque année environ 400 à 500 millions d'euros par an et qui permet de financer 130 équipes de gestion françaises et à peu près 290 fonds privés. Donc effet de levier. Dans le monde bancaire, c'est pareil. Nous n'avons que 5% de part de marché, mais à chaque fois que nous accordons un crédit, nous cofinançons avec des banques de la place, qui sont nos partenaires, avec lesquels d'ailleurs la relation est excellente. Cet effet de levier permet, avec une petite banque de place, de petite taille, comme je le disais tout à l'heure, mais dotée de grands moyens financiers, d'exercer une influence importante sur l'économie française. Comment vous faites partager à vos cofinanceurs les mêmes exigences frugales en termes de retour sur investissement? D'ailleurs, à une époque, on critiquait un peu Oseo d'être aussi gourmand que ses petits camarades. Est-ce que tout ça s'est un peu harmonisé? Non, écoutez, si je prends l'activité de capital investissement, vous prenez la totalité des investissements réalisés par ce qui s'appelait jusqu'ici Caisse des dépôts et consignations entreprises, de 1995 à 2012. Le rendement moyen est de 2%. Ce rendement moyen, c'est le rendement de la profession, c'est le rendement de la place. Capital amorçage, capital risque, petit capital développement des PME. Et c'est un rendement qui correspond à la thèse d'investissement qui est assez risquée, sur laquelle nous sommes. Donc nous n'allons pas vers les LBO qui devraient, si nous le faisions, nous produire du 20%. Nous ne faisons pas ça. Nous nous concentrons là où est le principal risque non couvert par le cœur des cabinets de capital développement. Voilà. Dans le monde du financement, eh bien, nos taux sont compris selon la notation de l'entreprise entre 2,5 et 7 à 8%, ce qui est assez normal. Voilà. Donc une entreprise qui a des fonds propres défaillants, qui est dans une phase difficile et à laquelle on accorde un crédit que nous auto-garantissons d'ailleurs par parenthèse, eh bien nous sommes sur des taux qui sont de 6 à 7%. Et c'est des taux tout à fait comparables à ce qu'on va trouver dans les réseaux privés et mutualistes. Vous, Nicolas Dufour, qu'est-ce qui vous a fait accepter ce défi qui est une création de poste, un périmètre nouveau? Qu'est-ce qui vous a motivé quitter un groupe du CAC 40 voilà. Vous avez cité 2 mots qui justifient mon choix, création et nouveau. Vous étiez en manque de nouveauté, d'aventure. Ce qui est très, très agréable quand on est chef d'entreprise comme moi, c'est le développement, c'est la construction. C'est les acquisitions, c'est les fusions, c'est faire travailler des communautés humaines ensemble pour qu'elles créent ensemble un nouvel objet. C'est ça qui est fantastique. Et quand vous avez vécu, vous êtes quand même retrouvé au centre, un peu involontairement, de polémiques, politiques, people, disons-le. Donc tout ça est passé, vous en êtes sorti, c'était pas vraiment votre habitude. Vous vous êtes dit, de temps en temps, est-ce que je ne suis pas parti dans une galère épouvantable? Écoutez, j'ai mobilisé au fond tout ce que j'avais appris depuis 25 ans dans mes différents métiers, et ça s'est passé correctement. Il y a des questions sur Ségolène Royal qui reviennent comme vice-présidente. Est-ce que c'était le dossier Oliez qui vous a permis de mettre les choses au clair? On se souvient que Ségolène Royal a défendu bec et ongle cette entreprise, que vous avez pris vos distances en disant on est là pour financer l'avenir, pas le passé. Écoutez, j'ai pour principe, et je l'ai fait d'ailleurs pendant tout le printemps, de ne pas commenter la manière dont fonctionne la gouvernance de l'entreprise. Donc permettez-moi d'en rester là. Et pourquoi c'est pas important de rendre des comptes je rendais compte à mon conseil d'administration. Et je rendais compte à mon conseil d'administration. Ségolène Royal est administratrice de BPI France. Et c'est le conseil d'administration, le cas échéant, qui rend compte
s'il le souhaite, sur la manière dont il fonctionne. Mais ce devoir... n'est pas le directeur général qui va juger la manière dont fonctionne le Conseil. En revanche, il y a une mission parlementaire, comme pour le CICE, qui va être mise en place pour justement faire le bilan de la BPI dans des délais relativement raisonnables l'année prochaine. Oui. Comment ça va se passer? Vous êtes... Aucun problème, on va répondre aux questions. C'est pas trop tôt pour faire déjà un bilan? Oui, c'est rapide. Quelques mois après. Alors écoutez, c'est vrai que la société elle-même a procédé à ces acquisitions de Oseo, de CDC Entreprises, du FSI et des FSI Région le 12 juillet. Bon voilà, donc le closing de l'opération de fusion-acquisition, il est quand même très récent. Maintenant, c'est vrai qu'on fonctionne en mode BPI, comme M. Jourdain, depuis le 1er janvier, c'est-à-dire depuis que la loi a été votée. Donc on a lancé dès le 3 janvier toutes nos nouvelles gammes de produits de financement de la trésorerie pour les PME, le préfinancement du CIC, on l'a lancé dès le début du mois de février, le prêt pour l'innovation, le préfinancement du CIR, on a créé plein de nouveaux fonds d'investissement dans le courant du printemps, qui sont maintenant concrétisés. Tout ça, c'était déjà BPI. Donc on va dire que si la commission travaille au premier trimestre, elle aura 1 an de bilan. Ça se conçoit. On a des interpellations d'internautes sur le classement de la France qui dérape selon les classements, les instituts, les critères sur l'innovation, sur la compétitivité. Qu'est-ce que vous avez en tête, vous, pour essayer de contribuer, de mettre du levier pour enrayer ce déclin? Écoutez, je pense qu'il faut être extrêmement précis dans le jugement qu'on porte sur le pays aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup plus positif que ça. D'abord, il y a un certain nombre de rankings ou de classements qui ne classent pas du tout la France en dernière position. Que ce soit le pays lui-même ou bien ville par ville. L'autre jour, c'était Grenoble qui était classée parmi les premières villes mondiales dans le domaine de l'innovation. Vous avez l'impression que ce French bashing, c'est de la perception qu'il n'y a pas d'éléments de dérapage? Je pense que le French bashing a toujours une petite raison. Mais son émulsion, l'envergure qu'il prend, est une maladie française extrêmement grave. Je pense que c'est une maladie qui doit être absolument traitée par tout un chacun, en particulier les patrons de ce pays, l'élite. Puisque le rôle de l'élite, qu'est-ce que c'est si ce n'est que d'absorber le stress du pays et de refouler un minimum de sérénité, et non pas l'inverse. Voilà. Donc si je prends ce qu'on fait nous, l'activité de fonds de BPI France, qui a été créée par la Caisse des dépôts et consignations à partir de 1995, c'est la 2e mondiale. Est-ce qu'on le sait? Non, on ne le dit pas. Moi je vous le dis. Voilà. Ça sert à ça aussi. Comment? Mais oui, voilà, c'est aussi pour ça que je viens. Et des motifs de satisfaction de cette nature-là, il y en a quantité. Vous prenez le crédit impôt recherche, il y a un très grand article aujourd'hui dans un organe de presse national qui dit des choses très bien. 6 milliards d'euros, il n'y a pas un pays au monde où ça existe, ça. Le crédit impôt recherche, il finance les charges sociales des ingénieurs français, de facto, dans le privé. Donc on peut dire qu'il y a un problème de compétitivité salariale, mais en dessous de 2,5 SMIC, il y a le CICE, 6% maintenant, et au-dessus, il y a le CIR. Donc, vous voyez, les choses sont à regarder avec un œil aussi précis que possible. Justement, à propos du CIR, il y a eu un petit débat ces dernières semaines. Vous qui êtes en contact avec les petites et moyennes entreprises, plus qu'avec les grands groupes, en dehors du FSI encore, est-ce que cette idée qui court, qui dit finalement, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine pour les grands groupes de bénéficier de ce CIR, et en plus c'est celle qui le gère le mieux, qui les monte le mieux le dossier, est-ce que c'est un sujet qui effectivement pose un vrai problème? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent pour les grands groupes finalement, et du coup c'est plutôt les petites et moyennes entreprises qui n'en profitent pas assez? Écoutez, moi j'ai les pieds dans les deux mondes, puisque j'ai été le numéro 2 d'un grand groupe pendant très longtemps, et il y a très longtemps j'ai créé 5 petites PME qui étaient mes entreprises à moi. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le CIR est sanctuarisé et le sera. Le président de la République l'a redit jusqu'à 2017 au moins, donc il n'y a pas de sujet, et c'est une excellente nouvelle. Je ne peux pas dire que les grands groupes en abusent, absolument pas. Du temps de Capgemini, nous recevions à peu près 15 à 17 millions d'euros de crédit impôt recherche par an, et je peux vous dire que c'était extrêmement précisément alloué à des dépenses de recherche et développement réalisées par nos ateliers de Toulouse, dans tous les contrats que nous avions avec Thales, avec EADS, avec Eurocopter, que ça soit bien utilisé, personne n'en doute. Et donc c'était de l'emploi d'ingénieurs français de très haute qualité à Toulouse. Donc que ça soit bien utilisé, c'est bien sûr. Donc le CIR finance... Ce sont des groupes qui pourraient avoir des moyens a priori de le... Il ne faut pas croire que les gros ont tellement plus de moyens. Les gros se posent toujours la question de savoir quel est le meilleur endroit pour eux pour loger leur centre de recherche. Avec le CIR, il est clair que c'est la France. Au point que même maintenant, notre objectif, je pense collectivement, devrait être de convaincre les entreprises étrangères que c'est en France qu'il faut mettre leur centre de recherche. Alors vous dites qu'il faut être précis dans le diagnostic qu'on fait du pays. Est-ce que vous partagez le sentiment du président de la République qu'on est en période de reprise?
Écoutez, ce que j'ai senti depuis la fin du mois de mai, début du mois de juin, c'est un changement d'atmosphère et de psychologie. Parmi les entrepreneurs que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré tout de même beaucoup, puisque ayant fait 2 tours de France, et le deuxième ayant commencé début juillet pour inaugurer BPI France dans toutes les régions françaises, j'en ai vu 6000 depuis le début du mois de juillet. Hein. Bon. Rien à voir avec l'atmosphère des mois de novembre, décembre et janvier, qui était une atmosphère vraiment nocturne, un peu vraiment très très mélancolique. Donc là, c'est le jour et la nuit. Et dubitative. Écoutez, j'ai inauguré Grenoble encore la semaine dernière, il y avait 600 personnes. Sur les 600 personnes, il y avait 400 entrepreneurs. Tout le monde est venu. Pourquoi faire? Pour entendre un discours positif sur l'économie française. Donc je suis plutôt optimiste. Oui, je pense que les choses se sont décoincées. Et vous qui voyez beaucoup de monde, il y a d'autres éléments qui auraient pu rendre le ciel un peu plus sombre. C'est tout le sujet fiscal qui ne vous a pas échappé ces dernières semaines. Oui. Est-ce que vous le sentez autant qu'on le dit Le qu'il existe, le ras-le-bol ras-le-bol fiscal des entreprises, ou est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une sorte comme ça d'effet d'entraînement, de levier, si j'ose dire, dans les milieux patronaux? Comment vous percevez ça au quotidien? Les entrepreneurs sont extrêmement clairs dans leur expression. Ils demandent de la visibilité et de la stabilité fiscale. Hein, et ils demandent moins de normes. Ça se résume à ça. C'est pas vraiment le chemin. Et j'ajoute un troisième point qui est, ils demandent une demande infinie d'amour, d'une certaine manière, et de respect, que je comprends très bien, parce que la vie d'un entrepreneur est vraiment difficile. Hein. C'est du jour et nuit, samedi, dimanche, toutes les vacances. Bon. Alors sur la stabilité fiscale, c'est sûr que le problème de la stabilité fiscale se heurte à l'énorme autre problème que collectivement, nous tous, patrons du pays, on doit traiter, qui est celui de la dette française. Voilà. Donc ça donne des lois de finances qui sont de plus en plus complexes à voter, à discuter. Le tout d'ailleurs dans un contexte qu'il faut aussi rappeler, je me permets de le rappeler parce que je l'ai redécouvert 25 ans après avoir quitté l'administration, c'est que nous sommes une démocratie extraordinairement parlementaire. Quand même s'en souvenir, ce qui est une bonne nouvelle pour le pays aussi. Mais du coup, ça donne un débat public sur la fiscalité française qui est très nourri et qui le sera, vous le verrez, encore l'année prochaine, à peu près à coup sûr. Alors, beaucoup de questions nous parviennent. Quelle place donnez-vous au financement participatif? On a vu qu'en effet, vous essayez de vous positionner sur le crowdfunding, qui est quelque chose d'assez nouveau, qui permet à tout un chacun, à vous, peut-être qui nous regardez, de financer, de participer au financement de projets et de start-up. Il y a même une plateforme spécifique. Alors, nous, on a créé effectivement une espèce de hub, une sorte de place de marché du crowdfunding français, pour que les gens s'y retrouvent. Voilà. À ce stade, c'est tout ce qu'on fait, mais c'est déjà très apprécié. Et nous regardons la manière dont il y a un gisement là aux États-Unis, on sent que ça monte, cette thématique. Oui, absolument, il y a un gisement. Pourtant, ça a été capé. En tout cas, il y a des projets pour limiter les possibilités d'investir à 250 €, je crois, dans les différents placements. Dans un premier temps, oui, probablement, mais je pense que ça prendra son essor. Dans le monde du capital développement, c'est beaucoup plus ancien. C'est un monde, le monde du capital développement. C'est un monde de dons et de contre-dons. Il y a beaucoup dans le jargon de la profession, on appelle ça le love money, vous savez bien. Les familles interviennent, les amis interviennent, et puis ensuite les entrepreneurs qui eux-mêmes ont fait fortune rendent à la profession et investissent eux-mêmes beaucoup dans les startups. Marc demande combien d'entreprises avez-vous sauvé en 2013? Peut-être en écho à Arnaud Montebourg qui parlait du nombre d'emplois, des 750 000 emplois qu'il a sauvés. Alors écoutez, on a lancé le préfinancement du CICE, encore une fois, le jour de la publication de l'instruction fiscale qui nous permettait de le faire, c'est-à-dire vers le 15 février de mémoire. À ce jour, nous avons financé 10 000 entreprises qui elles-mêmes ont 1 million de salariés. On peut se dire, et on a injecté 1 milliard d'euros, les chiffres sont simples, 1 milliard d'euros dans l'économie française avec ça. On peut se dire que si on n'avait pas injecté cette trésorerie-là, une partie significative du million d'emplois en question se serait évaporée. On a beaucoup de cas où des entreprises sont venues chercher 2 000, 3 000 euros de financement de trésorerie en fin de mois pour tenir l'emploi. Est-ce que ça, justement, est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers que vous pourriez rencontrer, à savoir que on le voit d'ailleurs dans les statistiques, en tout cas ce que disent les banques, c'est que beaucoup d'entreprises ne cherchent pas du financement pour investir, mais juste du financement de trésorerie, quoi. Et donc, est-ce que la mission de la BPI ne va pas un peu se décaler en disant de jouer le sauvetage à très court terme et finalement moins jouer son rôle d'amorceur? Et c'est la question de Marine, est-ce qu'il faut sauver des entreprises qui meurent parce qu'elles ne sont pas assez compétitives? C'est où est-ce que vous placez le curseur? Il ne faut pas tout sauver, bien entendu. Donc on fait beaucoup de trésorerie parce que c'est là qu'est le grand stress du financement de l'économie française aujourd'hui. Et depuis le mois de juin, nos agents en région reçoivent une demande de crédit de confiance à 7 ans
ou d'ouverture du capital pour financer de l'investissement en forte croissance. Donc ça justifie aussi mon optimisme relatif de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on sent une inflexion dans la demande des produits de BPI France autour de la préparation de l'avenir. Ça, c'est une très bonne chose. Bon, maintenant, vous savez, c'est un continuum. Donc vous avez des entreprises qui sont en souffrance depuis de très nombreuses années, avec très peu d'innovation, peu de renouvellement, notamment managériaux. Une entreprise qui s'est routinisée et qui commence à tomber dans des marchés qui sont eux-mêmes très difficiles. Parfois, c'est trop tard. Alors, en revanche, vous avez des entreprises qui allaient très très bien, qui ont connu un pépin, ils se sont cassés une jambe, et celles-là, on va immédiatement à leur secours pour leur permettre de repartir. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire non, on a parlé de l'IS, vous êtes capable de dire non? Bien sûr. Non, un banquier qui ne dirait pas non. Ah non, mais un banquier avec de l'argent public, beaucoup de parlementaires, comme vous dites, vous connaissez la chanson. N'ayez pas d'inquiétude, parce qu'encore une fois, les 4 entreprises que j'ai fusionnées ont toutes une discipline du résultat, j'allais dire une culture de la sélection du risque. C'est des grands professionnels. C'est là qu'on a décidé, il n'y a pas un seul... il n'y a que des banquiers qui pourraient travailler dans n'importe quel réseau concurrent. Et donc, et j'admire d'ailleurs la manière dont ils ont géré le risque par le passé. Toutes ces entreprises ont produit des résultats de qualité dans les dernières années. Elles n'ont pas passé de provisions massives. Elles sont très correctement gérées parce qu'elles ont cette culture du... Là, on peut dire oui, là, vraiment, il faut dire non. Et à propos des banquiers, justement, qu'est-ce que vous pensez de vos petits camarades banquiers privés ou mutualistes? Écoutez, là aussi, il faut laisser de côté l'anecdote où il y a toujours quelqu'un pour dire qu'en effet, il n'a pas pu être financé. Regardez la statistique. La statistique, produite par la Banque de France tous les mois, c'est que les crédits de plus et moins 1 million d'euros aux PME françaises sont toujours en croissance par rapport à l'année dernière, légèrement, 0,5, quelque chose comme ça. Mais donc, on n'est pas en crédit crunch massif. Donc, ils font le job. Il n'y a que sur la trésorerie qu'on est sur moins 4, moins 5, moins 7 parfois, et moins 7 à l'échelle macroéconomique. C'est considérable. C'est considérable, voilà. Et donc, voilà le jugement balancé qu'on peut prononcer. Mais est-ce que vous, comme vous travaillez avec d'autres banques, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que vous faites un peu d'évangélisation? Est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que notamment sur ces problèmes de trésorerie, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une évolution, le fait que vous puissiez jouer un rôle dans une sorte, non pas de souplesse, mais en disant de regarder les dossiers avec un peu plus de compassion? Alors c'est tout à fait ce qui se passe, c'est-à-dire que régulièrement, quand BPI France décide d'y aller, alors les banques de la place suivent. Il y a un effet tiers de confiance qui fonctionne, et notamment parce que je pense, je m'avance peut-être un peu, mais qu'il nous est reconnu une vraie culture PME, c'est-à-dire la culture du DAF, du directeur administratif et financier de PME. La vie de cet homme ou de cette femme est quand même très très particulière. C'est notre culture, absolument notre culture. Et donc quand on pense que c'est jouable, alors tout le monde pense que c'est jouable. Une question sur la dilution des mécanismes de la BPI, c'est le revers d'assembler plusieurs entités. Est-ce que ce n'est pas une dispersion in fine contre-productive, demande un internaute? Non, je ne pense pas. Moi, je me mets à la place du client. Et de ce point de vue-là, les fondateurs de BPI France se sont mis à la place du client. Le client, il dit quoi? Je rencontre un chargé d'affaires aux EO, on s'aperçoit quand même qu'on ne peut pas me faire un crédit considérable parce que je n'ai plus de fonds propres ou j'ai trop peu de fonds propres. Je dois ouvrir mon capital. Et là, on me donne un numéro de téléphone, un portable, et commence le parcours du combattant dans l'archipel des fonds d'investissement où je me perds. Et j'ai perdu 6 mois. Voilà. Ça, c'est pas possible. Donc la raison pour laquelle on fait BPI France, c'est de bout en bout, on traite le client. Et donc le chargé d'affaires de BPI France en région, il est responsable 360 degrés de la totalité des perspectives financières du client. Donc si on décide que c'est du fonds propre qu'il lui faut, on va l'orienter et on va continuer de le suivre vers nos fonds propres directs ou les fonds financés par nous dans notre activité fonds de fonds. Et alors est-ce que vous travaillez avec les fameux commissaires de M. Montebourg qu'il avait installés dans chaque département? Commissaires du redressement productif. Commissaires de redressement productif, qui sont aussi en prise directe avec les difficultés quotidiennes. Comment ça s'articule avec vos équipes? Écoutez, formidablement bien, vous allez nous dire. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que ces territoires, comme on les appelle, sont très connectés. Les gens se voient tout le temps. Et c'est le lieu d'ailleurs des énergies et c'est le lieu des solidarités. Donc ils sont sans arrêt en train de se parler. Banque de France, banque locale, commissaire au redressement productif, chambre de commerce et d'industrie, service économique des conseils régionaux. Ça s'appelle une place. Donc il y a la place de Montpellier, il y a la place de Bordeaux, il y a la place de Lyon, il y a la place de Grenoble, la place d'Annecy. Ils se voient et se parlent tout le temps.
Des questions sur les ETI et les champions nationaux. Hein. On a le discours politique qui constate qu'on manque parfois d'ETI qui grossissent suffisamment. Comment est-ce que vous participez à cette croissance? Comment est-ce que vous les nourrissez aux hormones? À tout point de vue. Alors la seule chose qu'on ne puisse pas faire pour les ETI, c'est de la garantie, hein, puisque nous avons des fonds de garantie qui nous permettent de garantir 80 000 crédits par an. Mais la réglementation européenne nous impose de ne pas faire de garantie aux ETI parce qu'elles sont considérées hors faille de marché. Mais il n'y a de faille de marché que pour les PME. Bon, on verra si on peut faire évoluer les choses, parce que les ETI demandent quand même à être autant que possible garantis sur leur crédit. Pour le reste, tous nos produits sont attribués aux ETI, que ce soit du fonds propre, du quasi-fonds propre ou des crédits long terme. Hein. Nous accordons beaucoup, ou même du préfinancement du CICE. On a fait des préfinancements de CICE de 10-15 millions d'euros pour des ETI. Mais est-ce qu'il y a un choix entre la ETI grande nouveauté, et si je peux me permettre de vous préciser ce que nous faisons, c'est que nous avons créé, mis en place à l'automne, là, un fonds commun de placement à risque de 3 milliards d'euros exclusivement consacré aux ETI françaises, hein, pour faire avec des grosses PME des ETI et avec les ETI existantes des grandes ETI mondiales. Voilà. Donc dans les fonds propres de BPI France, vous en avez aujourd'hui 15 milliards d'euros, s'ajouteront 3 milliards qui nous ont été promis. Hein. Sur les 15, il y en a 3 qui sont sanctuarisés pour les ETI, on ne peut pas y toucher. D'accord. Donc ça, c'est 3 fléchés. Dans votre portefeuille, vous avez aussi le FSI. Oui. Donc il y a une vocation un petit peu différente de tout ce qu'on évoquait jusqu'à présent. Alors il y a 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez clarifié, parce que ce n'était pas vraiment clair quels étaient les axes stratégiques, si j'ose dire, du FSI. Oui. Et puis question subsidiaire, puisque c'est de l'actualité, est-ce que ce serait le FSI qui, d'une façon ou d'une autre, viendrait au secours de PSA si d'aventure les négociations avec PSA se concrétisaient? D'accord. Alors la doctrine d'investissement de ce qui s'appelait le FSI, hein, qui ne s'appelle plus le FSI, qui maintenant... permettez-moi de prendre un tout petit recul. Hein. Donc, il y avait les équipes qui faisaient du capital développement PME, FSI région, les équipes qui faisaient du fonds de fonds, CDC entreprises, et un peu de fonds directs, et puis il y avait les équipes du FSI. Je les ai toutes fusionnées dans une seule société qui s'appelle BPI France Investissement, qui est la plus grande société de gestion européenne. Elle a 4 départements, et l'un des départements s'appelle le département ETI Grandes Entreprises, ex-FSI. Alors, la doctrine d'investissement, eh bien, elle est publiée, je l'ai fait valider par le Parlement dans le courant du printemps, donc elle est extrêmement précise. Hein, et au cas particulier de ce qu'était le FSI, c'est-à-dire les tickets supérieurs à 10 millions d'euros, il y a donc un axe très fort ETI, 3 milliards d'euros, un axe très fort pour le capital risque intensif, c'est-à-dire des tickets supérieurs au chiffre d'affaires des entreprises. L'entreprise fait 10, on va lui mettre 12 millions de capital pour qu'elle puisse devenir mondiale du jour au lendemain. Hein. Là, on met 500 millions. Hein. Et puis tout le reste, c'est l'axe souverain, avec toutes les participations cotées dont on a hérité, France Télécom, un petit bout d'EDF, Areva. Donc Peugeot pourrait rentrer dans ce cadre, le cas échéant. Alors, je ne veux pas commenter du tout l'évolution du dossier Peugeot aujourd'hui, mais sachez que nous ne sommes pas à la manœuvre. Une dernière question peut-être pour finir cette tribune qui vous est consacrée et qui va vous rappeler d'anciennes amours. Un internaute vous demande qu'en tant qu'ancien PDG de Wanadoo, quel regard vous portez sur une idée récurrente de créer un EADS des télécoms, par exemple rapprocher Orange et Deutsche Telekom. Est-ce que ça aurait du sens selon vous ? J'ai du mal à m'élever au-dessus de ma condition au cas particulier. Hein. Il y a une réalité qui est qu'il y a trop d'opérateurs européens par rapport aux opérateurs américains, donc un mouvement de consolidation interviendra quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que ça sera entre les gros ou entre un gros et des petits à chaque fois? C'est à voir. Mais il va se passer quelque chose. Alors, je pense qu'à 10 ans, vous aurez 50% d'opérateurs de télécom en moins en Europe. Et bien voilà, c'était la tribune des décideurs de Nicolas Dufourcq. Merci Monsieur Dufourcq de votre présence. Merci Eric. Merci à vous tous de votre fidélité et de vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.